Alors, notre pays, c'est un pays des paradoxes. Le premier paradoxe, c'est qu'il y a un faible taux de desserte en électricité. 15% seulement de la population ont accès à l'électricité. Et par rapport au potentiel énergétique très varié, gigantesque, bien réparti sur l'ensemble du territoire national. Deuxième paradoxe, on a focalisé essentiellement la production de l'électricité sur les centrales hydroélectriques, alors que nous avons une diversité de ressources énergétiques sur le territoire national. Alors, troisième paradoxe, nous avons accumulé un retard dans le développement des infrastructures énergétiques, les centrales, les lignes de transport et les réseaux de distribution par rapport à la croissance démographique et à la croissance économique, surtout avec la diversification des exploitations minières dans le pays et spécialement au Katanga. La demande qui est non satisfaite est de plus de 1600 MW sur les réseaux existants, dont 750 MW pour l'industrie minière du Katanga, 450 MW pour la ville de Kinshasa, et à titre d'exemple, si on continuait, le déficit est sérieusement grave. Et dernièrement, on a identifié plus de 890 sites exploitables identifiés. On a fait ce travail avec l'aide de PNUD. Nous avons dressé un atlas des ressources énergétiques renouvelables. Et il faut le dire, cet atlas est à remettre continuellement à jour parce que les sites exploitables dans notre pays vont au-delà des chiffres qui ont été identifiés. Alors ici, nous avons un tableau je vous ai dit, nous avons une variété de ressources énergétiques dans notre pays. On exploite seulement l'hydroélectricité. Le potentiel énergétique en hydroélectricité a été évalué à 100 000 MW, dont près de 44 000 MW situés uniquement sur le site de Inga. Et dans les 100 000 MW de l'hydroélectricité, il n'y a que 2,5% qui en sont exploités. Vous voyez, 100 000 MW, ce qui est exploité dans le pays n'est que de 2,5%. C'est un déficit très très grave. Alors, les solaires, à peine. Les autres sources d'énergie, bien qu'existant en quantité immense, sont très peu ou pas du tout exploitées. Vous pouvez les voir, les solaires, la géothermie, l'éolienne, le bois de chauffe. Et nous avons bien que 1 250 000 tonnes. Et vous savez que notre forêt représente au moins 122 millions d'hectares de forêt équatoriale. Les charbons minéral, bien que estimés à 720 millions de tonnes, ne sont pas vraiment exploités dans le pays. Les gaz naturels, 52 milliards de mètres cubes de gaz méthane au niveau de lac Kivu. Et ce sont nos voisins rwandais qui sont en avance sur nous. Ils ont déjà mis une petite centrale, ils produisent 25 MW sur le lac Kivu. Bientôt, ils vont passer à 100 MW et nous, on n'a pas encore commencé à exploiter le gaz méthane de lac Kivu. L'uranium existe et on a évalué jusqu'à présent 1800 tonnes. Le pétrole évalué à 230 millions de barils de réserves déjà connues. Mais les recherches continuent. Je pense que les réserves que nous avons vont au-delà de ce qui a été identifié. La biomasse n'est pas évaluée. Alors, ces déficits énergétiques, ces déficits est la cause et la conséquence du faible niveau de développement de notre pays. Et cela handicape la croissance économique qui est capable de générer les emplois pour sortir notre peuple de la pauvreté. Quelles sont les raisons profondes de cette situation? D'abord, un certain monopole de fait pendant plus de 40 ans qu'on a donné à la Société nationale de l'électricité, sans moyens de politique de mise en œuvre. Focalisation de la production électrique sur l'hydroélectricité. Et les allocations budgétaires sont extrêmement faibles pour entreprendre des études bancables dont l'absence pose des difficultés d'attraction des investissements. Et le tarif d'électricité, il faut le dire, dans notre pays, est en deçà des coûts et des charges engagées. Si vous faites une étude comparative avec nos voisins, vous voyez que
en RDC, les tarifs d'électricité sont vraiment très très bas et ne peut pas encourager les investisseurs à dépenser leur argent dans ces domaines. Et il y a aussi un manque de soutien de la Société nationale d'électricité. Quels sont les défis majeurs que nous devons relever? D'abord, nous devons accélérer la finalisation de la réforme du cadre institutionnel et juridique du secteur. 2. Nous devons promouvoir et renforcer la sécurité énergétique pour garantir l'accès de tous à l'énergie électrique propre et bon marché en quantité et en qualité. C'est cela qu'on appelle la sécurité énergétique. 3. Nous devons mobiliser suffisamment de fonds nécessaires pour la planification et la mise en œuvre du programme d'électrification intensive afin d'accroître l'offre en électricité. Il faut doter le secteur d'énergie d'un plan directeur cohérent et réaliste. Il faut des études bancables de sites et de projets d'infrastructures. Le plus souvent, ce que gêne les bailleurs, les investisseurs, quand ils viennent chez nous, il n'y a aucun projet bancable sur les différents sites que nous devons identifier parce que vous savez, la dotation budgétaire est très faible et ne nous permet pas de faire ce travail. C, il faut réhabiliter ou rénover les infrastructures existantes et construire de nouvelles infrastructures de production, de transport et de distribution d'électricité. 4. Sensibiliser davantage les investisseurs privés, nationaux et étrangers. 5. Mettre en œuvre le plus de projets possibles. Et 6. Renforcer les capacités, c'est-à-dire les compétences et l'expertise locale sur le plan technique, financier et managérial pour accompagner et soutenir le projet. Vous savez que les projets de centrales hydroélectriques ou les centrales d'électricité tout court, ce sont des projets qui demandent beaucoup de capitaux. Il faut mettre en place tout un arsenal juridique, tout un arsenal technique. Et il faut préparer des hommes pour assumer et faire fonctionner correctement ces projets. Il faut promouvoir la culture de l'efficacité énergétique et des bonnes pratiques de l'économie d'énergie. 8. Obtenir la pleine collaboration et l'implication des opérateurs économiques et de tous les consommateurs pour l'application des tarifs qui couvrent l'ensemble des charges d'exploitation et d'investissement. C'est la seule condition pour attirer et encourager les investisseurs qui hésitent encore à venir. Alors, quelles sont les différentes pistes de solutions face à ces problèmes? D'abord, notre engagement. Nous avons un double engagement dans le cadre de la politique sectorielle du gouvernement et des attributions du ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Et dans ce cadre-là, nous devons soutenir, encourager, encadrer toute initiative et toute action qui concourt à l'accroissement de l'offre énergétique sur le territoire national pour assurer la sécurité de l'alimentation électrique des opérateurs économiques et des autres consommateurs, pour assurer l'équité ou l'égalité dans la desserte pour l'objectif d'accès pour tous à l'électricité fiable en qualité et en quantité. Et enfin, pour la préservation de l'environnement face aux défis du changement climatique. Alors, c'est cela qu'on appelle le trilemme énergétique, un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement supportable. Vous savez, dans notre pays, non pas seulement qu'il y a un déficit sur le plan énergétique, il y a également des disparités dans la distribution de l'énergie dans notre pays. Et le secteur rural où vivent presque 60 à 70% de la population, il n'y a que 5% des ménages qui ont accès à l'électricité. Et dans les villes, il n'y a que 40% des ménages, toutes les villes de notre pays, il n'y a que 40% des ménages qui ont accès à l'électricité. Alors, au niveau provincial, les disparités sont vraiment très, très criantes. Il y a des provinces qui sont relativement bien couvertes et d'autres presque pas du tout. Donc, dans l'équité, dans l'énergie, l'accès à l'énergie doit être socialement équitable. Donc, il faudra que tous les Congolais, toutes les provinces
doivent bénéficier d'un accès équitable à l'électricité. Alors, quelles sont les pistes de solutions? Les actions concrètes déjà à mener ou nous allons mener. Alors, au mois de mars de cette année, nous avons essayé de mettre en place les mesures d'application de la loi qui a été votée depuis juin 2014. Vous voyez, ça fait 3 ans et on n'a jamais mis en place les mesures d'application pour rendre effective cette loi qui a été votée, qui est une loi révolutionnaire. Alors, beaucoup la FEC était associée à ce travail et les comités électrotechniques nationaux étaient associés. Quelques entreprises qui opèrent dans les secteurs de l'électricité ont été associées et la société civile. Ce travail est fin prêt. Nous allons l'envoyer au gouvernement. Ça va passer dans la commission de loi au gouvernement et ce n'est qu'après que le Premier ministre et le ministre de l'Énergie pourront signer des décrets pour le Premier ministre et des arrêtés pour rendre vraiment effectif, peut-être d'ici la fin de ce mois, et les mesures d'application de cette loi en mettant en place l'Agence nationale pour la régulation de l'électricité, l'autorité plutôt de régulation de l'électricité et l'Agence nationale pour l'électrification du milieu rural et périurbain. Au mois de mars ici, nous avions signé avec la BAC, la Banque africaine de développement, un accord de financement pour l'élaboration d'un plan d'électrification du milieu rural et périurbain dans les provinces et qui sera assorti d'un programme d'investissement. Et enfin, ce mois d'avril, nous aurons une réunion avec la Banque mondiale pour la clôture du processus préparatoire du financement d'un plan d'électrification des zones économiques, industrielles et urbaines. Les discussions ont commencé depuis très longtemps, donc nous allons signer cet accord le mois prochain. Alors, quelles sont les actions concrètes que nous devons opérer pour essayer de régler ces problèmes? Parce que tout ce que je vous ai dit ne sont que des projets. Alors maintenant, il faut aller au concret. Alors, nous avons à très court terme, nous voulons régler les problèmes de déficit énergétique, surtout dans les Katanga. Vous savez que l'économie de notre pays est soutenue par la province du Katanga, par l'exploitation minière. Il y a un déficit énergétique très grave qui ne permet pas aux opérateurs d'être performants. Alors, le gouvernement a opté rapidement pour les centrales thermiques et les solaires. Les centrales thermiques, pourquoi? Parce que le déploiement des centrales thermiques est très rapide. Le délai peut être de 45 à 60 jours. Et les solaires également. Donc, vous savez que les centrales hydroélectriques non pas seulement qui demandent beaucoup d'argent, l'unité de compte s'évalue à des centaines de millions. Et l'unité de temps pour les actifs financiers s'évalue en des dizaines d'années. Et réaliser un projet pour une centrale hydroélectrique, jusqu'à obtenir le financement, vous savez que c'est très coûteux, ça peut vous demander jusqu'à 5 ou 10% de l'investissement. Et pour le matérialiser, construire une centrale, ça demande énormément de temps, 5 à 6 ans minimum. Donc, il faut y aller très vite pour permettre aux miniers de disposer de l'énergie nécessaire afin de rentabiliser leur travail. Alors, nous avons opté pour l'énergie thermique. On a pris des contacts avec les sociétés Grasta, qui va installer au Katanga une centrale thermique qui va produire 200 MW. En shore, encore une société sud-africaine à gaz qui va installer ces matériels à Matadi. Il va produire entre 200 et 500 MW. Il va l'injecter dans le réseau de transport de la Société nationale d'énergie, d'électricité. Et la société APR Énergie, c'est une société, je pense, américaine, et qui va une centrale à gaz naturel. Il va l'installer à Boma. Il va produire 200 à 500 MW. Il y a aussi d'autres projets avec des centrales solaires que nous mettons à Kinshasa, à Kolwezi, jusqu'à obtenir un total de 200 MW. Ce sont des projets qui vont se réaliser dans 2 ou 3 mois à venir pour régler les problèmes de déficit énergétique. Il y a aussi la centrale hydroélectrique de Zongo qui est fin prêt, qui va produire 150 MW
Et on va commencer à installer la première turbine dans 2 mois. Et entre-temps, la ligne de transport est à construire. Alors, la centrale hydroélectrique d'Ambarou, qui va produire 11 MW, il est en construction. Cette centrale se trouve en Ituri. Alors, nous avons quelques problèmes pour finaliser ce projet. C'est l'exonération des combustibles. On a longuement discuté avec le Premier ministre, le gouvernement est d'accord, le principe est accordé pour exonérer les combustibles qui seront utilisés pour lancer centrales thermiques. Cela va permettre aux miniers d'acheter l'électricité à un coût relativement bas par rapport à l'énergie achetée qui viennent d'ailleurs. Il reste seulement les mesures d'application. Dès que nous avons les renseignements demandés par les gouvernements, je pense que le ministre des Finances va élaborer les papiers pour exonérer les produits, les sociétés qui vont faire ce travail en combustible. Engagement des clients en PPA pour au moins 5 ans. Et l'autre condition, l'acceptation du tarif de 11 à 12 cents par kWh pour le mix énergétique. Et enfin, ces sociétés doivent conclure des accords avec ses partenaires parce que quand on déplace ces machines, il faut qu'ils soient sûrs que le contrat pourra courir pendant un certain temps pour rentabiliser l'investissement. À court terme, ça c'est le premier point, ce sont des actions concrètes à très court terme qui vont se réaliser dans les jours à venir. Les contacts sont déjà avancés et si le Premier ministre ordonne la signature de l'exonération des combustibles, je pense que en moins de 2 mois, ils pourront amener les centrales pour commencer à fournir l'énergie aux miniers. À court terme, 4-5 ans, il y a des centrales en construction ou à construire. Nous avons Lubero, 5 MW. La construction est en cours depuis le milieu de l'année passée. Grand Katende, 64 MW, vous savez, pour donner l'électricité au Kasaï. Mais les travaux ont été momentanément arrêtés à cause de l'insécurité qui prévaut dans cette province. Boussanga, avec 240 MW, la construction a été lancée depuis le mois de novembre de l'année passée. Mbimbima et Mounene, la contrat de concession a été signé depuis le mois de juin. Bon, nous allons voir pourquoi les travaux traînent pour commencer la construction de cette centrale. La centrale de Somboé, 120 km, contrat de concession signé en octobre 2016. Njilo 2, qui va produire 120 MW, bon, il continue à attendre le bouclage financier des études avant de signer un contrat de concession. La Ruzizi 2, où nous allons produire 147 MW et les accords seront bientôt signés avec la Banque africaine de développement. Taliria, 12 à 23 MW et ils sont encore au niveau de l'installation du chantier et autres centrales solaires dont nous avons des projets au ministère pour produire 150 MW. Bon, les projets à moyen terme. Les centrales qui sont projetées, c'est le plus souvent les centrales de Inga. Basse chute qui va produire 4800 MW et Inga haute chute qui va produire 3000 MW supplémentaires, ce qui fait que le central de Inga 3 produira au total 7800 MW. Ce projet a été rendu possible grâce à l'engagement de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui a accepté d'acheter du coup 2500 MW et c'est cela qui a rendu la bancabilité de ce projet possible. Et il faut aussi savoir que la plupart des pays à qui notre pays vendait l'électricité, ces pays ont comblé leur déficit en énergie. Par exemple, dans le pool énergétique de l'Ouest, on vendait du courant à la République du Congo-Brazzaville. Maintenant, ces pays est suffisant sur le plan énergétique. Et il y a même possibilité que nous puissions acheter l'électricité dans ces pays pour combler notre déficit. La Zambie, qui avait un déficit énergétique, la Zambie a comblé son déficit et nous achetons un peu d'énergie à la Zambie. L'Afrique du Sud même. J'étais là dernièrement, l'Afrique du Sud, ils ont
une réserve de 1500 MW et le Zimbabwe va prendre 500 MW, la Zambie 300 et ils veulent nous vendre le 500 MW. Donc voilà, les pays qui étaient déficitaires sur le plan énergétique ont essayé de combler leur déficit et en sens inverse, nous sommes devenus demandeurs. Ils vont commencer à nous vendre l'électricité. Nous avons 5 centrales hydroélectriques de taille moyenne du programme avec la Banque mondiale qui va produire au moins 150 MW. Vous savez, le problème avec la Banque mondiale, même si vous signez des accords maintenant, il faut attendre 3 à 4 ans avant que le projet ne débute. C'est pourquoi ces projets sont de moyen terme qui vont commencer dans 5-12 ans. Mais les accords ont été signés et il faut des appels d'offres, vous connaissez la procédure, avec ces institutions financières internationales. Alors, centrale à gaz méthane du lac Kivu. La première phase avec la société PPM, nous voulons que la société PPM commence vite pour produire d'abord 30 MW. Et nous avons reçu une demande avec le pays frère, le Rwanda, qui a voulu à ce que nous puissions mettre en commun une société pour produire. En dehors de ce que le Rwanda fait et en dehors de ce que nous allons faire, il y a lieu, sur le modèle du barrage de Ruzizi, mettre en place une société commune pour exploiter le gaz du lac Kivu. Et puis, nous avons des contacts sérieux pour la construction d'une usine, d'une centrale à gaz naturel de Mwanda, de 150 MW, et une centrale à charbon de Luena de 150 MW, et la centrale hydroélectrique de Kalenge, 150 MW. Alors, je vous dis, je vous annonce tout cela pour que vous puissiez vous mettre, vous puissiez vraiment avoir un esprit que l'espoir est permis, que les choses ne se passeront plus comme par avant. Et nous avons d'autres centrales hydroélectriques, Matebe, 12 MW. La construction est terminée, cette centrale est en service. Nzoro 2, qui va produire 12 MW. La construction terminée, mais on commence les essais. Ambaraou, 11 MW, la construction est en cours. Lubero, 5 MW, construction en cours depuis mi-2005. Katende, j'ai dit que les travaux étaient momentanément suspendus. Boussanga, 240 MW, la construction a été lancée depuis l'année passée. Et Sombwe, 120 MW, contrat de concession signé en octobre de l'année passée. Le bilan énergétique. Alors, vous pouvez voir dans ces tableaux, 94% de l'énergie dans notre pays est fournie par le bois de feu et le charbon de bois, ce qui est vraiment catastrophique pour notre forêt. Si nous continuons comme ça, nous allons complètement dévaster la forêt. Et le pétrole n'intervient que dans 3,3% des cas. Et l'électricité, de source hydraulique, on n'occupe que 2,4%. Vous voyez, il faut rapidement inverser cette tendance. Je pense que le travail que nous sommes en train de faire, si cela aboutit, vraiment, le pétrole va de plus en plus augmenter, prendre la place, et les centrales hydroélectriques vont augmenter leur quota pour réduire vraiment la part du bois de feu et le charbon de bois, et si nous tenons à limiter les perturbations climatiques. Voilà cette situation malheureuse actuelle pour le bilan énergétique dans notre pays. Quels sont les défis majeurs? Nous avions fait des projections sur la demande d'électricité, les besoins financiers à l'horizon 2030 en fonction des éléments susmentionnés. Si nous prenons par exemple l'an 2020, en prenant la demande en puissance projetée suivant les taux de desserte, 2020, on a fait des projections, notre pays aura besoin de 5132 MW. Et d'après aussi les projections sur les puissances disponibles, on sera en mesure de produire 5787 MW si tout ce travail venait à prendre fin. Et là, nous pourrons inverser les tendances par rapport au niveau actuel de développement économique de notre pays et avoir un solde positif, donc combler un peu le déficit. En principe, dans les domaines miniers, on ne peut plus parler de déficit parce que les solutions existent à travers le monde. C'est l'économie productive
et on va utiliser des moyens qui conviennent pour aider les miniers, ceux qui travaillent dans ces domaines, qui soutiennent l'économie de notre pays, pour leur donner les ressources nécessaires afin de pouvoir travailler. Évidemment, l'hydroélectricité, c'est l'énergie la moins chère. Mais il y a des urgences, des besoins d'économie qui ne peuvent pas entendre. Et on va réserver l'hydroélectricité pour la population rurale et les centrales thermiques et même solaires pour les miniers, en attendant d'investir à long terme dans les centrales hydroélectriques pour avoir l'énergie moins chère et bon marché. En conclusion, les effets de la libéralisation du secteur sont perceptibles. Les opérateurs privés sont de plus en plus nombreux à investir dans les centrales de production de l'électricité. Vous avez vu dans les projets énumérés dans la présente présentation. Il fallait mettre en place l'autorité de régulation du secteur de l'électricité pour rassurer les opérateurs privés, et ce qui a été fait avec le décret signé par le Premier ministre en avril 2016. Et maintenant encore, cette agence sera rendue opérationnelle par les mesures d'application qui seront rendues publiques. Les textes réglementaires tant entendus et très indispensables pour la bonne application de la loi sont fin prêts et seront signés bientôt. Les solutions annoncées dans les diapositives précédentes permettent d'entretenir l'avenir avec optimisme et sérénité. Et sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention.